capitaine Big Brother. 23e jour du 8e mois de l'année 2018. Waouh! La planète bleue n'a pas volé son nom. Toute cette eau, ce ciel, elle est aussi belle et bleue que grise et morne à mon époque. C'est magnifique. Ah! Salut terrien du 21e siècle. Tu te demandes sûrement pourquoi je m'extasie comme un petit garçon. Si tu savais ce qui allait se passer dans quelques siècles, tu prendrais davantage de photos du monde qui t'entoure. Tu connais SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk? Eh bien, là d'où je viens, il a réussi son pari, mais juste à temps. La Terre n'avait plus rien de bleu, plus d'eau, et les nuages semblaient plus ocre que blancs. Mais grâce à ces fusées, nous avons pu coloniser et terraformer Mars, Jupiter, Uranus, la Lune, et les 30 autres planètes de ce qu'on appelle désormais le système solaire étendu. Il y en a même une où les arbres sont comestibles. Si, je t'assure. Je te montrerai bien une photo, mais ça créerait une réalité alternative. Et puis je suis là pour une mission. Enfin, avoue que ça te laisse rêveur, pas vrai? Tous ces mondes à explorer, ces limites scientifiques et physiques à dépasser. Eh bien sache qu'avant toi, bon nombre d'humains ont rêvé de ce que serait notre monde si on avait la capacité de voyager dans l'espace et d'aller habiter sur une terre neuve. Car, si tu ne le sais pas, notre planète bleue est malade. Alors depuis la nuit des temps, à commencer par des écrits et désormais les films et les séries, les hommes se prennent à bâtir des mondes oniriques, à conquérir et défendre, loin de notre atmosphère, des planètes encore inconnues, créant un genre littéraire à part entière, le space opéra. Et... Voilà. je parle, mais en parlant de space opéra, ça fait penser de la première œuvre que l'on m'a demandé de critiquer. Les Chroniques des Trois Mondes. Eh bien, c'est parti. Les Chroniques des Trois Mondes, livre 1 Mars, est une œuvre de fiction autopubliée par Nicolas Véraud en juin 2015 et qui compte un peu plus de 450 pages. Même si aucune suite n'est parue à ce jour, au vu de son titre, livre 1 Mars, tu as dû comprendre que l'auteur envisage d'écrire une saga. À côté de cela, ce dernier m'a même confié d'avoir une ambition beaucoup plus grande pour son œuvre, adapter ses romans en manga. D'ailleurs, si tu m'écoutes Nicolas, n'hésite pas à nous donner en commentaire des petites infos en exclusivité. Comme dit précédemment, les Chroniques des Trois Mondes appartiennent au genre littéraire du space opéra. Je me souviens quand mes grands-parents voulaient me faire lire Red Rising ou Phobos, je refusais parce que dans ma tête, c'était ça le space opéra. Mais que nenni, car le space opéra, c'est ça. Avoue que tu as frissonné quand même, hein. Ah, attendez. On me dit à l'oreillette qu'il y a encore des gens de ton époque qui ne connaissent pas Star Wars. Alors je vais te donner une définition du space opéra by Wikipédia. Le space opéra, ou opéra de l'espace, est un sous-genre de la science-fiction caractérisé par des histoires d'aventures épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe. Suivant les œuvres, le space opéra rime avec exploration spatiale à grande échelle, guerre intergalactique ou rigueur dans le réalisme scientifique. Apparu formellement au début des années 40, le genre devient très populaire à partir des années 60-70, avec notamment Star Trek et Star Wars. Pour résumer, tu prends tes héros de guerre favoris, leur donnes une flotte de vaisseaux qui se déplacent à la vitesse de la lumière, avec pour champ de bataille le noir infini de l'espace, et pour but, la paix, non pas d'une planète, mais de tout un univers. Et c'est pour ça que c'est cool le space opéra. Intrigue, personnages, affrontements, tout est 1 milliard de fois plus grand et prenant. Si tu aimes tout ce qui porte sur la découverte et la colonisation des planètes, tu devrais aimer les Chroniques des Trois Mondes Mars, car on est en plein dedans. Malheureusement, à l'heure où je te parle, l'œuvre n'est plus disponible sur le net, car l'auteur, qui est auto-édité pour l'instant, souhaitait l'améliorer et nous a donc contacté à ce sujet. L'Armée du Plumavita et moi-même
avons donc eu l'honneur de lire les premières pages, et parce qu'elle a pas mal animé nos discussions, on s'est dit que ça serait cool de commencer notre série de critiques audio par cette œuvre. Ah, si tu savais, pendant les critiques, des gens sont morts pour avoir donné leur avis dessus. C'est horrible, tu sais. On a dû les jeter par la fenêtre, dans l'espace, tout ça. Mais je m'égare! Passons à la 4e de couverture. Mars, dans un lointain futur, couverte de forêts et d'océans, elle a été terraformée et colonisée. La vue sur Mars était prospère, jusqu'à ce que les communications avec la Terre cessent subitement. Privée alors de précieuses ressources de la planète mère, la société martienne sombra dans une grande crise économique et énergétique, qui dégénéra en une guerre destructrice, précipitant dans l'oubli la plupart des savoirs scientifiques, historiques et culturels. Au lendemain de cette terrible catastrophe, la société martienne se réorganisa en 2 grandes nations. Les années passèrent, dans la paix, jusqu'à l'apparition d'une organisation terroriste, la Terreur Bleue, qui mit tout en œuvre pour déstabiliser les 2 pays. Aya Tendu est la princesse du royaume de Souladi. Elle est en conflit avec son père. Brisé par un attentat qui emporta sa femme et sombrant dans la paranoïa, il règne en despote sur le pays. Après une ultime dispute, Aya est déshéritée et chassée de la capitale. Bom, bom, bom. Alors, qu'en as-tu pensé? De notre côté, c'est donc en mars 2018 que nous avons découvert et suivi Aya Tendu au travers des 17 premières pages au format numérique de ce roman. Dans cet incipit, on retrouve notre héroïne quelque temps après son bannissement, et oui, ce mot dégueulasse existe, de la cour souladienne. À bord d'un bateau, elle se rend dans sa ville favorite, Eos City, une cité balnéaire au sable rouge où elle a été élevée par son maître Maurice, un homme droit et sage. Pourquoi s'y rend-elle? Car en plus d'être son Éden, c'est aussi l'un des seuls endroits dans tout le royaume de Souladi où on peut encore vivre une vie normale loin de son fou de père. Là-bas, en plus de Maurice, elle retrouve une population à cran à cause du dernier attentat de la Terreur Bleue et aussi son groupe d'amis d'enfance, dont une qui a perdu un proche durant l'incident. Un peu à cran, Aya et ses amis décident de faire une petite escapade sur l'île pleine de mystères. Mais quelque chose me dit que la paix ambiante de l'île ne va pas durer très longtemps, pas toi? Alors, ça t'a donné envie tout ça, pas vrai? Eh bien si en plus de découvrir de nouvelles planètes, tu aimes les complots, la culture asiatique et les héroïnes avec un cœur aussi gros que leur... Non, je ne vais pas le dire. On va éviter de se prendre des strikes bêtement. Enfin, tu m'as compris. N'hésite pas à nous contacter via le mail qui se trouve en description de cette vidéo et on verra avec l'auteur s'il est possible de te faire parvenir un extrait ou le livre dans son intégralité. Mais tu n'es pas seulement là pour m'entendre te raconter mes vacances sur Mars. Prends de quoi écrire et tes 2 oreilles, car c'est l'heure de la critique façon Plume Habitat des Chroniques des 3 mondes. C'est parti! Attention, lors de cette critique, je vais utiliser les 5 piliers pour mettre en exergue ce qui va et ce qui ne va pas dans cette œuvre. Si tu ne sais pas ce que sont les 5 piliers, je t'invite à aller regarder ma première vidéo où je détaille chacun de ces piliers et te donne des astuces afin d'améliorer ton œuvre. Si c'est déjà fait, ou que tu as la flemme, eh bien, commençons! Pilier numéro 1, titre, résumé et scénario. Commençons bien, commençons par le titre. Clairement, il fait rêver. Peut-être à cause de 3 mondes ou chroniques qui peut renvoyer à un ensemble de récits épiques, mais je pense que pour un roman, ça fait très vendeur. Étant donné qu'on parle de chroniques, je vois bien des sagas avec chacune son héros principal, voire sa temporalité, qui sait. Tu ne me crois pas? Ok, ferme les yeux et répète après moi. Les chroniques des 3 mondes. Purée, c'est trop la classe! Avec la police et la première de couverture stylée qui va avec, moi je prends tout de suite. Puis vient le résumé. Et pour moi, il est l'exemple parfait d'un des écueils dans lequel on tombe lorsqu'on écrit de l'imaginaire. En tant qu'auteur, on se pose souvent la question, est-ce que je dois parler de ça au lecteur? Et si je ne lui donne pas cette information-là, est-ce qu'il va quand même comprendre mon univers? Et si on fait les mauvais choix, sans s'en rendre compte, on noie le lecteur sous beaucoup d'informations, transformant certains passages de son roman en cours d'histoire géo à la sauce Tolkien. Et si tu as lu Les Seigneurs des Anneaux, tu sais de quoi je parle. Et ton résumé, Nicolas, est pour moi le parfait exemple du trop-plein d'informations. Ton résumé doit intriguer, interroger, plutôt que de dévoiler tous les points cruciaux de ton scénario. Si un lecteur te perd juste en lisant la 4e de couverture, il peut être rebuté par la potentielle complexité de l'ouvrage.
peut-être devrais-tu jeter un œil à la construction des résumés d'œuvres réputées, ou que tu as toi-même acheté à cause de ces résumés-là justement. Bon, maintenant qu'on a parlé de l'aspect technique du résumé, que dire du contenu? Au premier abord, il peut paraître très classique, surtout quand tu viens de lire Red Rising ou même Phobos, ou de regarder un manga comme Aldenoa Zero, que je te conseille. Mais ça me plaît bien. Tu as de bons ingrédients comme notre planète pour terrain de jeu, et un conflit politique qui pose de réelles questions sur le rôle des gouvernements en temps de crise. A toi maintenant de voir quel plat tu veux nous concocter pour sortir du lot. Mais surtout, n'hésite pas à tracer ta propre voie et à ne pas sous-exploiter ton univers qui peut faire par moments très manichéen et plat. Mais j'en parle juste après. Un autre bon point, tu as une femme pour héroïne principale au 21e siècle. Alors pour éviter qu'on ne la compare que trop à Triss, Katniss, Erza, Lucy, Ondine dans Pokémon, là aussi je donnais des conseils dans la partie personnage, mais il est très simple de tomber dans le cliché de l'héroïne à la plastique parfaite, comme à sa tenue d'épée. Les femmes sont des êtres plus complexes que les hommes, ne l'oublie pas. Et si tu es un homme et que tu m'écoutes, ne le prends pas mal. Et dis-toi que de là d'où je viens, on a découvert des êtres beaucoup plus compliqués encore que les femmes. Alors, prends courage. Après l'étude du titre et de la 4ème de couverture, attaquons-nous maintenant à l'Inkipit en lui-même. L'auteur nous a envoyé 3 chapitres. Bon, pour ce chapitre, Nicolas ne donne pas de titre, seulement à ses épisodes, qui sont sa façon à lui de découper en plusieurs parties son roman. Mais on peut appeler le premier Ayatendu par exemple, ou Retour au bercail. En effet, ce premier chapitre nous décrit simplement l'ex-princesse de Soladi, défaite de son titre, qui va se payer un peu de bon temps dans sa ville favorite. Elle est comme ça, Aya. D'abord les vacances sous les palmiers, et après la révolte. Et vu le périple qui l'attend, je pense qu'elle a raison. Le reste du chapitre, en fait, nous décrit Aya, qui se remémore simplement tous les événements qui l'ont conduit jusqu'à cette scène-là, au retour au bercail. Dans le deuxième chapitre, notre ancienne Miss Soladi va retrouver, en l'espace d'une journée, son environnement familier, à savoir son maître, mais aussi tous ses amis d'enfance qui, malgré le conflit avec le pays voisin, comptent bien aller au-delà de leurs études. Ils sont déter les mecs. Le chapitre se finit sur leur retrouvaille qui pourrait n'être que joie. Sauf que Nazuki, je vous avais prévenu que l'auteur aimait le Japon, la meilleure amie d'Aya est triste. En effet, son copain est mort dans l'attentat d'Eos City qui nous est décrit dans le premier chapitre. Brrr. Enfin, au cours du troisième et dernier chapitre que nous avons reçu, Aya et ses amis laissent Maurice le coquin et vont visiter les hauteurs de la station balnéaire tous ensemble. On a le droit à de belles descriptions de l'île, et surtout aux premiers échanges entre Miss Tendo et les potentiels autres protagonistes principaux. Et puisqu'ils ont été séparés, tu profites de leur réunion pour faire le point sur la situation géopolitique du monde, faisant ainsi monter la sauce au point de vue du lecteur sur ce qui va arriver après. Enfin, on a le droit à une séquence émotion entre Nazuki et Aya, supposés être meilleurs amis, qui échangent autour de l'accident tragique du copain de Nazuki. Et ensuite de la destitution aussi d'Aya. Cette scène fait d'ailleurs particulièrement manga, j'ai trouvé, et je pense qu'elle passerait vraiment bien dans ce format-là. Mais du coup, que dire de ses premiers pas dans l'univers des Chroniques des Trois Mondes? Eh bien, tu auras plus de détails dans la fiche téléchargeable dans les liens sous la vidéo, mais ces chapitres pour moi sont à réécrire en grande partie, car il manque de dynamique et surtout les informations nous sont trop envoyées en blocs énormes dès les premières pages. Par exemple, page 1 à 5, on a le droit à toute l'histoire de l'univers, puis plus rien une fois arrivé sur la station balnéaire. Comme si tu nous disais, voilà, je vous ai présenté mon univers, allez on est parti. Et pareil, ta façon de présenter les personnages est toujours la même. Toujours présentation physique, présentation des hobbies, présentation du caractère. Ce qui fait très fonctionnel, voire qu'on reste en surface. Enfin, ce qui m'a le plus choqué quand j'ai fait le bilan de ma lecture, c'est qu'au final, il n'y a rien eu d'intéressant ou de prenant dans le présent de l'héroïne. Et la seule raison pour laquelle j'ai continué de lire ton œuvre, c'est parce que, dans le passé, il semblait avoir une véritable vie et de véritables enjeux dans ton monde. Or, c'est pour suivre Aya que je devrais lire cette histoire, et non pas pour suivre l'histoire de ton histoire, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, cet Inkipit se rapproche plus d'un travail de préécriture, car tout est résumé, passé brièvement, il n'y a pas de réel impact émotionnel, et surtout ton style très factuel de raconter les choses n'aide pas totalement à accrocher aux choses en fait. Et c'est dommage, car tout cela est très intéressant,
et on sent un travail sérieux, surtout au niveau de l'univers. Mais j'ai trouvé la scénarisation et ta mise en scène par moments, par exemple dans le bar, quand les amis d'Aya se présentent les uns après les autres de façon équivoque, pareil, de façon formatée, fainéant par moments, tu vois. Or, tu as les idées, alors mets-les juste en scène pour nous impliquer émotionnellement. Partie numéro 2, l'univers. L'univers et son histoire sont pour moi les deux forces majeures de ton récit, car la partie que tu sembles le plus maîtriser et surtout le plus avide de nous montrer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai vraiment accroché à ton histoire et continué malgré tout. Bien que ce soit fait de façon maladroite, tout semble avoir un sens, une place, une logique. Et du coup, on a très vite une peinture générale de l'univers et on se laisse embarquer dans celui-ci. Problème, comme pour le scénario, j'aurais aimé voir les conséquences de toutes les informations passées sur le présent. Par exemple, les conséquences de l'attentat sur la station balnéaire d'Eo City. Il y a eu une attaque terroriste, et les gens vont et viennent comme si de rien n'était. Je pense que tu devrais te renseigner sur toutes les mesures antiterroristes qui ont été mises en place par les États. Comme en France par exemple, genre l'état de guerre ou l'état d'urgence. Car ça ne tenait vraiment pas et ça m'a sorti de l'histoire. De même, tu nous dis que le roi est un tyran, mais tout le monde ne cesse de le critiquer dans chaque chapitre, sans crainte d'être arrêté. Déjà que lorsque tu craches sur un youtubeur sur le net, tu te fais limite menacer. Alors imagine si tu t'en prends à un mec qui gouverne le pays. Et enfin, ta princesse, connue de tous, vient d'être démise de ses fonctions, et elle se rend dans son coin préféré, où tout le monde la connaît, mais où personne ne la remarque. Et c'est ça qui pèse selon moi pour ton univers. Tu as les bons ingrédients, tu nous donnes les éléments, mais ensuite ils ne semblent pas interagir entre eux, ce qui laisse un sentiment à nouveau de surface. On est en temps de guerre, à l'instant T, et pourtant je n'ai pas du tout ressenti cela, et je me suis presque senti trahi par rapport à ce que tu me décrivais dans la 4ème de couverture. Mais avant de clore cette partie, j'aimerais te donner un dernier conseil. Exploite au maximum ton monde. Et par là, je ne sous-entends pas la vie sur la planète ou ton histoire, mais véritablement la planète en elle-même. Nous sommes sur Mars. Où sont la pesanteur, les potentielles mutations génétiques? Je ne sais pas, moi, le soleil rouge ou bleu. Certes, nous sommes au début du roman, mais à part un sable rouge qu'on oublie très vite au début du récit, à aucun moment je me suis senti sur autre chose qu'une version alternative de la Terre. Et du coup, on se demande si choisir Mars pour cadre, ce n'est pas juste pour faire joli. Et que la terraformation dont tu nous parles n'est pas en fait une sorte de sortilège magique qui transforme parfaitement la planète en une Terre alternative. Par rapport à ça, je pense que tu devrais réellement regarder sur internet des théories sur la vie sur Mars ou même la terraformation. Ça pourrait réellement t'inspirer. Partie numéro 3, les personnages. Alors, nous avons vu le scénario et l'univers. On ne pouvait pas laisser de côté nos chers amis les personnages. Tu as dû le sentir en écoutant la première partie de ma critique, mais je ne me suis attaché à aucun personnage. Aucun m'a particulièrement marqué. Après, puisqu'on est au début, ce n'est pas un souci. Le véritable hic est la raison pour laquelle justement je ne me suis pas accroché à tes personnages. Et elle est claire, ils sont unidimensionnels, voire quasi fonctionnels pour certains. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simple. Prenons par exemple le peuple. En gros, toutes ces personnes qui sont en arrière-plan. Ils sont supposés avoir subi ou subir les conséquences de la guerre et de l'attentat. Or, Aya, qui est leur potentielle impératrice, ne prend jamais le temps de s'intéresser à eux, de lâcher même une remarque ou même un rictus, un peu comme Katniss ou Triss, rien du tout. À part les héros, auxquels Aya parle justement, les badauds sont dans le décor et on s'en fiche d'eux, on s'en fiche totalement. Et j'ai trouvé ce traitement très étrange, presque comme dans un jeu vidéo en fait au final. Autre problème de cette partie, la description d'Aya. Étant donné que la narration est menée sous son point de vue, c'est impossible qu'elle parle d'elle comme un mec. Et puis son attitude, on décrit l'héroïne comme une femme forte, qui très jeune se liguait contre son père pour protéger le peuple. Et là, dès l'Inkipit, elle pleure. Si elle est devenue assez forte pour tenir tête à un tyran intergalactique, et même de jouer les négociatrices avec un état tout entier, ne devrait-elle pas être plus endurcie? Surtout que mêler les larmes à une description très sexiste renvoie un message malsain au lecteur. Les femmes sont des êtres faibles, on ne juge que sur le physique. Car au final, si tu regardes la scène de retrouvailles entre Aya et son maître, c'est seulement sur son physique que son maître Maurice va dire qu'elle a grandi. Alors qu'en réalité, c'est encore un bébé qui pleure, et pour rien en plus. Et oui, les détails ça compte, car après cette scène-là,
elle a perdu toute crédibilité pour moi. Et tant qu'à évoquer son maître, parlons-en tiens de ce petit pervers. Il est l'exemple le plus flagrant du problème avec la construction de tes personnages. La minute d'avant, tu nous le décris comme physiquement et psychologiquement parfait, si je peux dire. Mais rien n'a transparu dans toutes ses interactions avec Aya. Au contraire, j'ai trouvé son comportement déplacé, voire, comme je l'ai dit, dérangeant car pervers. Enfin, un dernier point sur Aya, au chapitre 3, m'a réellement choqué. Je l'ai soulevé déjà dans ma critique, tu le verras dans la partie scénario, mais sa réaction quasi balistique, en sachant les craintes de son peuple, c'est encore plus ressorti avec son interaction avec ses amis. La Aya du présent ne peut pas réagir comme elle le fait, vu comment tu nous l'as décrit pendant tous ces chapitres. Et du coup, il y a eu quelques erreurs de scénarisation selon moi dans ses interactions avec Nazuki et ses camarades. En effet, dans le bus, pendant leur petite randonnée, au lieu de rassurer tout le monde, non, elle les fait paniquer en évoquant des éléments tenus secret défense. Et ça, pour une femme qui est censée gouverner le pays et les rassurer, j'ai pas trouvé ça logique du tout. Pour conclure cette partie, je pense que tu devrais réaliser des fiches personnages, avec des anecdotes et des personnalités bien établies pour chacun de tes personnages. Et surtout, autre chose qu'une simple description physique et un portrait moral et 2-3 hobbies, comme tu le fais à chaque fois. Ça ne donnera que plus de contenu pour de potentielles quêtes annexes, et ça évitera que par exemple Zira, une des amies d'Aya, juste parce qu'elle aime l'histoire, serve d'encyclopédie vivante à chaque fois que tu voudras introduire un point d'histoire. Partie numéro 4, la forme. Bon, bien que j'ai déjà développé dans la partie 1, ton style ne m'a pas plu, honnêtement, pour son aspect trop factuel et pas assez incisif, à des moments il aurait dû l'être. À plusieurs moments, tu aurais pu creuser davantage la scène, ou la réaction d'un personnage, faire un arrêt sur ce qui est en train de se passer, mais ça n'a pas été fait, et on passe rapidement d'une scène à une autre. Pareil, il y a beaucoup de paroles rapportées, et tout ce qui tient du passé nous est jeté à la figure beaucoup trop rapidement pour que ça ait un réel impact, car dans le présent, on ne voit pas un réel intérêt, ou même une utilité. Et c'est dommage, car on sent, surtout quand tu décris ton univers, que tu as un vrai style à toi, que tu veux nous imposer une véritable histoire, une véritable ambiance en fait. Alors prends ton temps pour installer cette ambiance justement, mettre en scène les choses. Le lecteur sait que tu veux écrire une saga, parce que tu as appelé ton roman Livre 1. Alors si tu prends ton temps, il ne t'en voudra pas. De même, je pense que tu devrais passer un temps dans la réalisation d'un plan détaillé de ton œuvre, ainsi que par chapitre, pour te poser cette question. Quelle est l'information importante de cette scène, ou même de ce chapitre? Pourquoi est-ce que j'écris cela comme ça? Ainsi tu sauras comment montrer les choses, plutôt que de les dire, car tu sauras ce que tu veux nous dire. Je ne te reproche pas de prendre ton temps, au contraire, car ce genre l'oblige, mais de peut-être mieux l'utiliser. Instaurer une histoire peut être fait de façon très fun si tu cherches à nous impacter avec chaque élément, avec chaque scène, chaque personnage. Par contre, je ne peux que saluer l'aspect général de ton texte. Les indentations, ces petits espaces au début des paragraphes et des dialogues sont présents à chaque fois, et des espaces marqués entre les numéros du chapitre et le reste du texte, ainsi qu'un saut de page à la fin de chacun des chapitres. Comme pour ta couverture, ton texte fait très pro, il n'y a rien à dire. Attention tout de même, il reste quelques fautes d'orthographe, mais avec une bonne relecture, tu devrais t'en débarrasser sans problème. Partie numéro 5, le fond. Bon, je te préviens, cette partie est celle qui compte le plus pour moi dans l'appréciation d'une œuvre, car on ne peut pas juste poser des mots sur une page Word sans penser en amont à son impact sur son lectorat, aussi vaste soit-il. C'est pourquoi elle sera toujours à la fin de mes plumes analyses. Mais du coup, de quoi parle Chronique des Trois Mondes? Selon moi, ton œuvre se veut être une ode à la justice, et surtout aux valeurs de la République. Tout cela est très classique et a été maintes fois vu. Sauf que, avec la terreur bleue qui menace les deux pays qui ont tous les deux une idéologie différente, le message principal de ton œuvre pourrait être celui-ci. Et si le meilleur système politique était celui qui protégeait au mieux sa population, quel qu'en soit le prix? À ce moment-là, le vrai combat n'est plus est-ce que la tyrannie vaut mieux que la démocratie, mais plutôt et si le meilleur système était celui qui résistait à une force indomptable incarnée par la terreur bleue,
qui pourrait être carrément même la personnification de l'histoire et de sa faculté à créer un quasi-cycle d'évolution et de recyclage des pays. Oui, je suis parti loin avec les ans. Mais pour faire simple, les meilleurs systèmes politiques seraient ceux qui demeurent malgré le temps et l'adversité, pas ceux qui sont les plus favorables au développement de la population. Bien que cela est lié. Si je peux protéger ma population contre vents et marées, elle pourra se développer au mieux. Or, j'ai bien peur que tu ne prennes une direction déjà bien trop connue des amateurs du récit épique ou de guerre, et donc de délivrer un message équivoque. Comment faire pour sortir de cet écueil? Sois plus subtil et crée des personnages avec des facettes différentes, qui vont pousser le lecteur à chercher la part de bon et de mauvais en chacun d'eux, et non pas à se dire, ok, eux ce sont les gentils et eux les méchants. Ça ne donnera que plus de maturité et d'intérêt à ton texte. Par exemple, le tsar est présenté à chaque fois comme le méchant, fou et maniaque qui peut à tout instant appuyer sur un bouton et détruire la planète tout entière. Moi, je le vois surtout comme un leader qui se retrouve victime d'une injustice, la mort de sa femme, et donc décide de mettre tout en œuvre pour protéger son peuple, afin qu'il ne subisse pas la perte d'un être cher comme lui l'a connu, quitte à donner son âme au diable. Et là, tu amènes le lecteur à se poser une question rarement posée. Jusqu'où doit aller l'État pour protéger son peuple, ou même pour demeurer? Mais c'est trop tôt pour juger du fil rouge de ton roman, j'en suis qu'au début. J'aimerais surtout m'arrêter sur 3 messages qui m'ont paru dangereux à délivrer au lecteur, potentiellement jeune vu que c'est du young adulte, et que je ne te conseille pas de laisser ainsi. Premièrement, l'image de la femme. Tu as pris le risque de prendre une héroïne. Why not? Mais assume ton choix et demande-toi, est-ce qu'une femme réagirait comme cela? Aimerait-elle qu'on parle d'elle en ces termes? Reprenons le passage qui m'a le plus choqué. Il est retrouvé avec son oncle Maurice. On nous dit qu'il a un père pour rien. Du coup, forcément, il fait la remarque, tu es devenue une vraie femme. Et là, au lieu de mettre en avant son maintien général, ou le fait qu'elle semble avoir mûri par son regard, ou qu'il sent, comme tous les maîtres, que l'élève a grandi. Non, tu as mis en avant sa poitrine et ses fesses. J'ai trouvé ça bof. Sans doute suis-je dur car je suis pour plus de modèles féminins dans notre société. Mais même en tant qu'homme, aimerais-tu qu'on te juge sur la taille de tes biceps, de tes mollets ou même de tes pectoraux? Et du coup, que faire des femmes qui n'ont pas de poitrine, ou très peu? Ce ne sont plus des femmes. Le deuxième message dangereux est nous sommes tous dans des cases et on ne peut pas en sortir. En raison de l'aspect très uniforme de tes personnages et surtout des amis d'Aya, on en vient à délivrer un message réducteur sur les hommes avec un grand H cette fois-ci. Nous sommes tous animés par un seul trait de caractère, un hobby ou deux, et donc on peut nous ranger dans des cases bien rangées. Et ce deuxième point m'amène au dernier, le côté manichéen de tes personnages. Je m'en suis rendu compte en relisant ton œuvre, mais ça m'a réellement frappé en voyant la description hyper améliorative de Maurice, comparée à tous les pieds que recevait en permanence le tsar. Tes héros sont tout blancs, et tes ennemis sont tout noirs. Le monde est-il réellement assis? N'a-t-on qu'une seule facette? Et donc le choix entre deux camps? Je laisse cette question en suspens et te renvoie à la partie personnage dans la fiche, dans la description de cette vidéo, pour en connaître mon avis détaillé. Mais du coup, quel verdict puis-je donner à cette œuvre? Listons d'abord les points négatifs, puis les positifs. Comme dit dans mon développement, le gros problème est la forme même de ta narration. Trop plate. Là où tu as de réels éléments scénaristiques pour nous prendre aux tripes avec cette histoire de conflit planétaire, qui semble très contemporaine. Mêlé à ça, on retrouve des personnages soit clichés, soit sous-exploités, comme Zira ou le serveur, et des messages à remanier qui flirtent avec de très bons messages sociopolitiques, ce qui donne une impression, au sujet du fond, d'une sorte d'improvisation. Heureusement, ton univers a de belles choses à nous offrir, et tu sembles savoir aussi où tu veux aller avec ton scénario. Ce sont pour moi les deux atouts de ta saga. Qui plus est, tu as l'air d'avoir du contenu pour nous faire voyager longtemps à travers l'espace. Alors ne te sous-estime pas et ne sous-exploite pas ta création. Mets les choses à plat, bâtis un univers et une histoire à la hauteur de ta superbe couverture. Et fais-nous rêver, bon sang! C'est ça le space opéra. Des histoires qui vont vers l'infini et l'au-delà. Et oui, Disney m'a payé pour faire cette blague. Oui! Et bien voilà, je viens de critiquer ma première œuvre du 21e siècle façon Pluma Vita.
Ça t'a paru long? Pour te féliciter d'être resté jusqu'au bout, je vais te donner à la fin de chaque plume analyse une petite leçon à retenir rien que pour toi. Ici, la règle à retenir est très simple. C'est celle du show don't tell. Ouais, on parle anglais dès le premier épisode. On n'a pas le time chez Plumavita. Comme je n'ai pas arrêté de le répéter, dans la partie scénario, personnage, univers, il est plus intéressant et impactant pour le lecteur de ressentir émotionnellement les choses pour qu'il puisse s'en souvenir et être engagé sur la durée, plutôt que de les lister. Comment faire? Ne donne pas toutes les qualités de ton personnage sous une forme de liste, mais mets-les en scène. Par exemple, dans les Chroniques du Trois Mondes, on nous dit que Maurice est puissant, qu'il est le maître d'Aya, qui semble elle aussi très forte. Comment faire pour rendre ça crédible et stylé? Fais qu'Aya rencontre un adversaire et qu'elle soit mise en difficulté assez rapidement. Et avec style, fais intervenir Maurice, qui viendra la tirer d'affaire sans difficulté. Et ainsi, en une seule scène, tu nous montres deux choses. 1. Maurice est le maître d'Aya, et il mettra tout en œuvre pour la protéger, quoi qu'il lui en coûte. Deuxième chose, bien qu'Aya soit forte, il y a encore un gouffre entre elle et Maurice. Et ce n'est qu'une idée, mais il y en a plein d'autres. À toi de trouver ta façon de mettre en scène tes personnages et tes idées. Un peu comme au cinéma, avec la façon dont la caméra va filmer la scène. Et ainsi, fais-nous plaisir, surprends-nous, mais surtout, fais-toi plaisir. Waouh! Eh bien, voilà qui est fait. Si tu as aimé ou pas cette critique, je te laisse balancer des pouces à tout va, ou nous le dire en commentaire. Pareil, si tu souhaites que je revienne sur un point évoqué, commente et je répondrai personnellement. Si avec cette critique, tu as eu envie de lire les Chroniques des Trois Mondes, pour te faire ton avis, on t'explique comment trouver l'œuvre dans la partie description de cette vidéo. Tu veux que Plumavita critique ton œuvre? Ou même souhaite nous aider à critiquer d'autres œuvres? Pareil, tout est en bas. Ah, on dirait qu'on a une nouvelle mission qui nous attend. Du space opéra pour commencer, c'est facile on va dire. Mais je me demande quel genre d'œuvre ce siècle a à nous offrir. Journal de bord du Captain Big Brother, 23e jour du 8e mois de l'année 2018, terminé.